Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène en Vendée à la fermette d'Orchidée où j'ai passé 2 semaines aux côtés de Mathieu. Ici, Mathieu s'est construit une véritable oasis pour tendre vers l'autonomie alimentaire et travailler avec ses chevaux. Il nous prouve avec sa fermette que le modèle en polyculture élevage est bien possible et il nous fait découvrir le passionnant travail de la terre à la traction animale. Je vous laisse découvrir son portrait pour le moins inspirant et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Bonjour, donc je suis Mathieu Le Breton, j'ai 42 ans et nous sommes ici à la fermette d'Orchidée à la Garnache en Vendée, en nord-ouest Vendée. Et alors qu'est-ce que tu fais comme activité ici à la fermette d'Orchidée ? Et qui est Orchidée ? Alors oui, la fermette d'Orchidée s'appelle comme ça parce que une de mes juments de trait s'appelle Orchidée. On travaille ensemble depuis 2007. Voilà, par rapport à plein de choses, notre relation, puis tous les services qu'elle peut me rendre, je trouvais que c'était une façon de lui rendre hommage que de baptiser ma fermette comme ceci. Alors j'utilise le terme de fermette parce que ici on est sur un site qui fait 1 hectare 54 et puis je possède quelques hectares en plus à 2 km, enfin 5 hectares en plus. Donc la fermette, ça a d'abord été une base de vie pour moi en tant qu'agriculteur à titre principal, mais prestataire de services en traction animale, c'est-à-dire que j'allais faire des prestations à l'extérieur de la ferme avec mes chevaux. Et donc cette base de vie, en fait, j'ai voulu la construire avec une envie d'autonomie, d'y introduire pas mal de notions, notamment aussi des notions d'autonomie, de cohérence, de décroissance. Donc il y a beaucoup d'autonomie alimentaire, on trouve un grand potager, on trouve ce que j'appelle le jardin des herbes, où il y a beaucoup de petits fruits aromatiques et médicinales. Un poulailler avec une race rustique ancienne, la Noire de Chaland. C'est une race mixte, dite mixte, donc, qui était adaptée dans les petites fermes pour faire une petite production de viande blanche et des œufs. Donc ici on trouve également 6 chèvres poitevines, qui est aussi une race rustique et en conservation. Donc moi je fais un peu de traite, ça me permet d'avoir un peu de produits laitiers, fromage blanc, faisselle, fromage. Voilà, et en plus de ça, on a une partie verger aussi, donc orientée vers l'autonomie, mais il y a quand même une bonne quarantaine de fruitiers. Et on a également sur le lieu actuellement 3 chevaux de trait. Ok, super. Et alors pour que les gens se rendent compte de ce qui peut se passer ici à la fermette d'Orchidée, est-ce que tu pourrais nous faire une brève de campagne ? Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine par exemple à la fermette d'Orchidée ? Alors cette semaine, sachant que nous sommes mardi, en gros depuis une semaine, eh bien, la journée commence par ce que j'appelle la tournée des animaux, c'est-à-dire prendre soin de tous les êtres vivants qui sont présents sur cette ferme. Donc voilà, c'est un peu le rituel de début de journée, hein, c'est d'aller voir les chevaux, les chèvres, les poules, s'occuper des chats. Et puis après, en ce moment, donc on est en plein printemps, donc il y a eu cette semaine pas mal de semis de faits, des plantations, la fin de plantation des échalotes. On a fait du paillage, on a fait un peu de désherbage, on a fait l'entretien des sabots onglons des chèvres. Il y a des séances de désensibilisation auprès des pouliches, justement pour préparer au futur parage. Ça fait plein de trucs. Oui, Hyper diversifié à la fermette d'Orchidée donc. Et alors pour compléter cette petite brève de campagne, j'aimerais moi-même rajouter quelque chose parce que j'ai le plaisir de partager une de mes 2 semaines chez Mathieu avec Tiffaine. Tiffaine qui est une amie mais qui est aussi une néo-paysanne en devenir. Alors Tiffaine, est-ce que tu peux te présenter parce que tu vas apparaître dans ce podcast et nous dire quel est ton projet et quelles sont tes attentes de ta semaine chez Mathieu s'il te plaît ? Oui, du coup, moi, c'est Tiffaine, j'ai 25 ans.
Et j'ai fini mes études comme Sarah. Et comme tu l'as dit, je porte un projet d'installation sur un terrain sur lequel on a envie de créer un éco-village. Donc de se rassembler avec plusieurs personnes et puis d'avoir des activités, de tendre en fait vers l'autonomie et de pouvoir se nourrir par nous-mêmes et donc d'avoir différentes activités, que ce soit un petit peu de maraîchage, un petit peu d'animaux, voilà, des choses très variées. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai voulu partager cette semaine de woofing chez Mathieu avec toi, Sarah. Parce que sur cette fermette, il y a plein de différentes choses, différents animaux, des chèvres, des poules, des chevaux, du maraîchage. Et que ça m'a permis d'être en immersion avant de me lancer dans mon propre projet. Donc là, c'est parti pour le petit rituel du matin. On va suivre Tiffaine. Et là, on commence par les poules. Donc, on va aller chercher des touffes d'herbe. Juste là. On leur donne quoi à manger le matin? Et on leur donne du grain de maïs. Et puis les restes de la poubelle organique. Et des touffes d'herbe. Et maintenant, direction le poulailler. Les poulets. Et puis, une fois qu'on les a nourris, et en fait, il y a des restes de coquilles d'huîtres là. Et on va en casser avec le marteau. Ça leur fait du calcium pour produire le calcium des coquilles. Des coquilles d'œufs. Hop. Clairement perfectionner ma technique. On sent qu'il y a un coup de poignet aguerri là. Et voilà. Ok. Alors maintenant, quelle est la deuxième étape, Tiffaine, de la routine du matin? Alors, on va aller nourrir les chèvres. Une demi-pelle. En fait, il y a 4 chèvres et 2 chevaux. Coucou les copines. Hop là, doudou. Ok, c'est du grand. Vous avez vu? Donc non. Alors attends, toi. Toi tu vas par là. Nigel, dans ta case. Oxalis, là. Ok. Alors, d'habitude, j'aide Tiffaine, mais là, du coup, elle est toute seule dans la chèvrerie. Nigel. Ok. Et hop. Là, vous venez là. Allez hop. Oxalis. Vous connaissez l'expression ça rend chèvre? Oxalis, toi. Hop là. Non. C'est pour Oxalis. Tu sors. En fait, il y a la chèvre dominante qui veut aller bouffer les gamelles des autres chèvres. Du coup, on l'enferme dans un petit coin de la chèvrerie, de l'écurie. Oxalis, non. Ok. Ouais. Ok, il y a un petit chevreau qui taxe là sans se faire taper. Je me suis trompée et que c'est sa mère. Et que du coup, elle a la plus petite gamelle. C'est possible aussi. Ok. Voilà.
Alors, tu es sur une micro-ferme ici. Comment tu as fait pour dimensionner ton activité pour avoir autant d'activités sur ta ferme et en même temps que tu ne sois pas dépassé par tout ce que tu fais ici? Alors en fait, moi, peut-être mon secret ou ma particularité, c'est d'avoir voulu dimensionner une ferme autonome d'autoproduction, d'autoconsommation. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à habiter ce lieu en 2012, j'étais agriculteur à titre principal, j'étais prestataire de services en traction animale. Donc j'avais un revenu qui était en fait lié à des activités, on va dire, extérieures au lieu et à la ferme. Le lieu me permettait d'élever et d'héberger des chevaux de trait. Ensuite, quand j'ai acheté ce lieu, il y avait présence d'un verger. Donc j'y ai tout de suite vu un potentiel d'autonomie alimentaire, puisque je me suis dit que en rajoutant un potager et un poulailler, on pouvait tout de suite avoir une base d'autonomie alimentaire. Et donc en fait, j'ai construit tous ces ateliers petit à petit sur des petites dimensions de manière à expérimenter et maîtriser leur taille. Et de fait, j'étais plutôt dans un système décroissant, donc je n'ai pas fait des investissements fous dans tous les sens. J'ai cherché à construire un outil simple, souvent en intégrant la récupération, pour que ce soit fonctionnel, parce que le côté fonctionnel, pour moi, il est très important. C'est que c'est ce qui me permet d'en faire autant, entre guillemets. C'est qu'il faut avoir les bons outils, il faut intégrer des notions de permaculture, pas courir dans tous les sens. Et ça, c'est valable à plusieurs degrés. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde le lieu, comment il est organisé, le bâtiment, il est dans l'angle d'un carré, pour faire simple. Et en fait, toutes les activités se déroulent, on va dire, en éventail autour de ce bâtiment. Et il y a notamment des lignes, ce que j'appellerais des lignes de travail. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais du bâtiment au poulailler, qu'on entend là d'ailleurs sans doute, peut-être sur la bande son, eh ben, je vais passer par la serre. Avec un petit crochet, je suis aux cuves de récupération d'eau de pluie. On passe par la serre, le potager, le champ des chèvres et les poules. Ce qui me permet, en faisant un aller-retour au poulailler, de pouvoir emmener des outils et des éléments que je vais avoir besoin de déplacer sur le lieu dans plusieurs endroits, en fait d'essayer d'être efficace, de minimiser les allers-retours, de m'économiser et en même temps de développer ce que j'appellerais, de développer une capacité d'observation, c'est-à-dire je vais voir les poules, mais en fait sur le chemin j'ai vu le potager, donc je me dis tiens là en fait faut que je pense à aller pailler telle plante ou telle plante que j'ai mis en place hier, il fait très chaud, donc hop, faudra que je lui mette de l'eau. Voilà, ça me permet de rester connecté avec le lieu. Ça a été quoi ton parcours pour en arriver là et pour avoir envie de t'installer ici à la Garnache? Mon parcours de vie, alors moi j'ai grandi à la campagne, on va dire dans le vignoble nantais, déjà très en lien avec les éléments, l'eau, les arbres, la nature. Ensuite, en termes de formation, moi j'ai un bac scientifique, mais en lycée agricole, donc il a la spécificité d'avoir des options en biologie, écologie, agronomie, environnement. Ce qui fait que moi j'ai commencé la botanique quand j'étais en seconde. Ensuite, j'ai fait un brevet de technicien supérieur en agriculture avec une option aquaculture, donc tout ce qui vit dans l'eau, en passant par les coquillages, les algues, mais aussi les poissons, eau douce, eau de mer, etc. Et je me suis retrouvé responsable de pisciculture en Bretagne entre 2001 et 2004. Moi, je précise ici, dans une forme de petite parenthèse, que je ne suis pas issu d'une famille ni spécialement militante, ni spécialement écolo. Donc, quelque part, j'ai eu mes propres déclics en fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et en Bretagne, ce poste de responsable de pisciculture m'a permis, à un moment donné, de me poser vraiment des questions par rapport à l'impact de ce type d'élevage sur l'environnement, puisqu'en fait, j'étais censé balancer des produits chimiques pour gérer les microbactéries qui se posent sur les branchies ou sur la peau des poissons. Et voilà, ça me posait un gros problème en fait par rapport à l'environnement. Et puis aussi, quand je me suis vraiment penché et que j'ai ouvert les yeux sur le type d'aliments qu'on utilisait pour nourrir ces poissons, et donc de ça, finalement, découle la qualité alimentaire de ces produits que moi, je participais à mettre sur le marché. Vraiment, il y a eu un
un premier réveil, on va dire, en 2003, qui m'a permis de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Je veux pas faire ça. Donc en 2004-2005, virage, grosse attraction vers l'agriculture biologique, et avec, je dirais là, un choix en fait au niveau des formations que j'avais trouvées, alors dans un secteur géographique donné qui était lié à des paramètres de vie de couple. J'avais trouvé une formation qui pouvait m'amener à être conseiller technique à la bio, et une autre qui me permettait, qui était un BPREA, donc c'est un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, qui est plutôt lié au parcours à l'installation. Et en gros, moi, là, je me suis dit, bon, Mathieu, tu as un équivalent Bac+3, est-ce que tu te formes pour aller dire aux gens sur le terrain comment ils doivent faire pousser ou élever tels animaux en bio, alors que tu l'as jamais fait toi-même, ou alors tu reprends les choses à la base. Et donc j'ai choisi le BPREA, agriculture biologique, option maraîchage, et j'ai eu l'occasion dans ce BPREA de faire 2 sous-options, une en plantes aromatiques et médicinales et une en traction animale. Ok. Petit à petit, l'idée a germé de m'installer en maraîchage sans tracteur, c'est-à-dire avec l'aide de la traction animale. Et en fait, en juin 2006, j'ai présenté devant un jury un projet d'installation en maraîchage avec l'aide de la traction animale comme force de travail pour m'accompagner à la place du tracteur en fait. Alors j'allais justement te poser la question de pourquoi tu as choisi la traction animale plutôt que le tracteur. Tu en as dit 2 mots tout à l'heure. Il y a un fort lien finalement avec l'autonomie technique des paysans sur leur ferme, c'est ça, si je comprends bien? Alors moi j'ai choisi le cheval par passion, et aussi parce que effectivement, souvent sur des petits systèmes, on achète finalement un vieux tracteur, dans certains cas qui peut être régulièrement en panne, et donc susciter des frais importants. Et donc voilà, moi j'ai fait ce choix de m'installer sans tracteur. Le cheval, il a une barre de coupe à l'avant et un épandeur à fumier à l'arrière, comme disaient certains agronomes. Le cheval, c'est un être vivant, on peut développer la complicité et donc se retrouver avec vraiment quelqu'un, un compagnon de travail qui est capable de développer une force physique pour réaliser des travaux. Et dans les cycles vertueux d'une ferme, en fait, une ferme pour moi ne peut pas être menée autrement que sous une forme de polyculture. Alors, sans aucun jugement, il y a aujourd'hui des maraîchers qui ne font que du maraîchage, mais généralement, ils importent du fumier des fermes voisines, du fumier ou du compost des fermes voisines qui ne font que de l'élevage. Donc, c'est ce qu'on a appelé la spécialisation en agriculture. Je pense que j'ai envie de dire, ok, c'est bien que certaines personnes se spécialisent. Après, je pense qu'il faut imaginer des limites à ces systèmes. C'est-à-dire qu'on reste sur des fermes à taille humaine, et qu'effectivement, le gars qui est passionné par le maraîchage fasse que du maraîchage. Je pense que peut lui permettre d'être un meilleur technicien. Le gars qui a envie de faire de l'élevage, ça peut lui permettre d'être un meilleur éleveur. Mais il ne faut pas oublier ces liens en fait entre l'élevage et le maraîchage, parce que moi, ce que je cultive ici, quand je cultive le sol, j'y implante en fait des cultures et donc des plantes. Quand moi je mets du compost dans mon sol, c'est pour nourrir le sol. Et le sol va nourrir la plante. Un des travers de l'agriculture moderne, c'est de vouloir casser et raccourcir les cycles. Donc en fait, l'agriculture intensive, quand elle est intensive en travail du sol et en pesticides, c'est pas la bonne voie. On a tendance à simplifier les cycles et en vouloir finalement apporter des engrais azotés qui vont nourrir directement la plante. Et c'est une erreur parce qu'en fait on brise des chaînes alimentaires, on fragilise l'écosystème. Donc quelque part on soumet l'écosystème à des fragilités qui se manifestent par éventuellement des invasions de tels ou tels insectes qui vont prendre une place disproportionnée dans l'écosystème, et donc quelque part vont imposer des traitements et qui malheureusement sont bien trop souvent chimiques. L'autonomie, elle peut être à l'échelle de mon garde-manger, donc effectivement on peut se poser la question des entrées-sorties de la ferme. Est-ce que c'est une ferme productive? Est-ce que c'est une ferme qui est en autonomie ou pas? Mais que je sois une ferme productive ou pas, je pense que développer des cycles d'autonomie interne, c'est vraiment
un gage de sécurité et aussi pour dégager des valeurs ajoutées. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel système agricole aujourd'hui qui s'appuie et développe des cycles pertinents va s'y retrouver. Alors, à l'échelle de ma ferme, concrètement, ça donne quoi ces histoires de cycles? Ça veut dire que j'ai 4 hectares et demi sur lesquels je produis du foin. Ce foin va permettre de nourrir mes chevaux et mes chèvres. Ces animaux vont me produire dans un premier temps des déjections que moi, en fait, comme je ne produis pas de céréales, j'utilise ensuite donc, ce que j'appelle les refus et les déchets de foin, les déchets de l'alimentation en tout cas, pour faire mes paillages dans la chèvrerie, la litière cumulée l'hiver. Et pour les chevaux, pareil, dans l'écurie, je mets une couche de foin. Donc ce mélange d'éjection et foin va quand même me fabriquer du fumier que ensuite je vais mettre en tas, en déné. Et donc là peut s'engager le processus du compostage, c'est-à-dire la transformation du fumier en compost. Le compost, c'est le résultat du compostage. Et ce compost-là, je vais l'introduire dans les cultures végétales, au pied de mes arbres fruitiers, pour dynamiser la vie du sol et le règne végétal en général sur mon lieu. Donc finalement, de ce foin que j'ai produit au début, il n'y a pas de perte, parce que même si j'ai des excédents de refus de foin ou de foin qui aurait été souillé ou qui n'aurait pas été de très bonne qualité, ou alors qui est trop vieux, parce que des fois une année je vais avoir un peu trop de foin. Donc moi l'année suivante, je sais que j'ai constaté chez des éleveurs qu'ils avaient tendance à utiliser la fin du stock de l'année précédente. Alors si c'est un foin de très bonne qualité, il a pu pour moi garder suffisamment de qualité. Si c'est un foin de moyenne qualité, un an après, il est un peu passé. Donc moi, je l'utilise pour pailler et donc développer un compromis entre la traction animale et la permaculture, qui n'est pas toujours compatible, parce qu'effectivement, la traction animale, on est plus quand même sur un travail du sol léger, sans labour, et un travail superficiel. Mais je vais pouvoir recouvrir le plus vite possible en fait l'ensemble du sol qui, de par sa nature, ne supporte pas d'être nu. Et donc ça le protège, ça le nourrit en même temps, parce que la décomposition du foin, on a un phénomène de compostage en surface. Voilà un petit peu pour essayer de décrire ces cycles alimentaires. Donc en fait, grâce au modèle de polyculture élevage que tu as sur ta ferme, tu as une espèce d'autonomie agronomique grâce à ces boucles et sur tes différents ateliers, ça, de maraîchage et l'animal qui nourrit le végétal. Ouais, c'est souvent une des bases de la biodynamie en fait, c'est de remarier les deux règnes, quoi, le règne animal et le règne végétal, et de créer un équilibre où on a peu d'intrants en fait. Pour en revenir à l'attraction animale dans l'agriculture, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi peut servir un cheval dans l'agriculture aujourd'hui? Alors moi je vais du coup peut-être dans un premier temps repasser un petit peu sur mon expérience de prestataire de services en traction animale, parce que finalement au long de l'année, moi j'utilisais mes chevaux dans diverses actions. Je l'utilisais l'hiver en tant que bûcheron débardeur. Donc l'action de débarder le bois, c'est sortir le bois de la forêt. Donc on peut abattre un arbre et le cheval va tirer le bois. On peut mettre 2 chevaux devant, on peut avoir recours à différentes techniques et des outils pour appuyer encore la force animale. Ça permet d'aller nettoyer des bords de rivières, des coteaux, des zones qui sont inaccessibles aux machines. Ça permet aussi de préserver des milieux, des espaces naturels sensibles, où l'impact cheval est beaucoup plus discret qu'un tracteur ou une pelleteuse. Ensuite, j'ai fait des prestations chez des viticulteurs, donc entretenir les interrangs, travailler sur le rang, des opérations de chaussage, décavaillonnage. L'objectif, c'est de maîtriser l'enherbement sans utiliser de produits chimiques. C'est aussi dans le cas du chaussage décavaillonnage sur le rang, on va avoir une action de surface, donc on va éventuellement sectionner quelques racines de surface de la vigne, ce qui est très intéressant parce qu'on va la mettre à l'abri des excès d'eau du mois d'août en cas d'orage. Alors, c'est moins vrai ces dernières années, mais un orage au mauvais moment peut faire gonfler le raisin de flotte et c'est pas intéressant pour le viticulteur. Et en plus, le fait de casser les racines de surface, on va forcer la vigne à plonger, en fait, à aller en profondeur. Donc
2 intérêts en rapide. Le premier, c'est éventuellement de mettre la vigne à l'abri d'une grande sécheresse et aussi de forcer la vigne à aller chercher le goût du terroir en fait, le goût du minéral qui est présent sur le vignoble. Ensuite, j'ai travaillé chez des maraîchers. Donc tous les maraîchers pour lesquels j'ai travaillé possédaient un tracteur. Par contre, pour l'un avait des parcelles un peu plus distantes de sa ferme, s'il avait un temps de travail important, moi je me déplaçais en prestation, j'allais faire le job, il y avait une confiance qui s'était installée et je faisais donc principalement des entretiens de culture, c'est-à-dire qu'on avait éventuellement eu au préalable une préparation de sol faite avec le tracteur, plus une implantation de choux, de pommes de terre, de poireaux. C'est principalement dans ces cultures-là que je suis intervenu en maraîchage. Même si j'ai participé à l'implantation de buttes pour faire des fraisiers dans une association d'insertion, j'ai participé à la mise en place d'une safranière. Donc je suis intervenu chez des maraîchers, pas mal. Ensuite, l'été, j'avais une activité un petit peu plus touristique. Le cheval, il est vraiment un vecteur de développement de lien social, hein, parce que franchement, vous bossez dans un champ avec un tracteur, il n'y a personne qui s'arrête pour vous dire bonjour, mais quand vous bossez avec un cheval, il y a énormément de contacts humains qui se créent, et ça, c'est quelque chose de vraiment positif. Après, le cheval, dans ma ferme, moi, je l'utilise au niveau du maraîchage, pour travailler le sol en surface avec un outil type canadien, bineuse, buter des poireaux et des pommes de terre, c'est-à-dire monter de la terre au pied. Pour les poireaux, ça permet d'avoir des fûts blancs un peu plus hauts, un peu plus longs. Pour les pommes de terre, ça permet de les mettre à l'abri de la lumière, parce que la pomme de terre, elle verdit quand elle est soumise à la lumière. Je transporte le compost entre le tas de compost et les espaces de culture. Moi, maintenant, je fais mon bois de chauffage. J'ai fait de nombreuses opérations de fenaison. La fenaison, c'est l'action de faire les foins, c'est-à-dire de couper l'herbe des champs, généralement au mois de juin, pour faire des stocks de foin pour pouvoir nourrir les animaux sur la période hivernale. Donc j'ai fait du fauchage à l'ancienne, donc ça c'est une opération très difficile, très physique pour le cheval. Maintenant il existe des faucheuses à moteur auxiliaire qui permettent de réaliser ce genre d'action avec l'aide de l'outil traction animale. Tout ce qui est fanage, endénage, donc les opérations où on va d'une part brasser le foin pour qu'il sèche mieux et d'autre part endéner, c'est-à-dire créer des lignes, ratisser, créer des lignes de foin pour ensuite soit le ramasser avec une fourche en vrac comme faisaient nos anciens, soit faire venir une presse pour faire des petites bottes, des rouleaux ou des grosses bottes. Ça, c'est une opération qui est assez rentable quelque part parce que, à moins d'avoir une parcelle de 15 hectares, effectivement, les tracteurs déploient aujourd'hui des outils et des techniques hyper performantes. Sur ce point d'ailleurs, aujourd'hui dans mon système, je fais faire les foins par un agriculteur qui a ce type de matériel, c'est-à-dire du gros matériel qui est capable de faucher pratiquement 7 mètres de large. Donc lui, il met 1 heure à faucher 4 hectares et demi. Alors que toi, tu mettais combien de temps? Pour faucher 4 hectares et demi, je ne l'ai jamais fait, j'ai fauché 2 hectares et demi. Alors ça me prenait plusieurs jours pour la bonne et simple raison que le cheval n'est pas un tracteur et ne peut pas fonctionner 12 heures par jour à plein régime. Donc on était obligé de faire des pauses. Mais voilà, c'est extrêmement plus rapide. Et du coup, moi dans mon système, j'ai un grand besoin de tracteur pour les foins. Donc je considère que ça ne nécessite pas l'investissement. Moi, le cheval, c'est tout le maraîchage est fait à cheval, mon bois de chauffage est fait à cheval. C'est aussi une partie de mon autonomie parce que c'est mon seul moyen de chauffage. Sur la ferme, j'utilise des plateaux, remorques pour déplacer le bois, faire tout un tas d'actions sur la ferme. Comme lors de la replantation de haies il y a 2 ans, j'ai réimplanté des haies bocagères, à peu près 400 arbres. J'ai déplacé du compost et du broyat de bois que j'ai mis au pied des arbres. J'avais un traîneau et je déplace un certain nombre de matières. Je peux éventuellement faire des récoltes, je peux faire les clôtures, transporter les piquets, la masse, le fil, la pince, enfin tout le petit matériel. Et le cheval, des fois, c'est un vrai plaisir de travailler avec lui parce qu'il peut devenir très autonome. C'est-à-dire qu'on le fait avancer, il y a un contrat tacite que c'est ok pour que tu manges un peu pendant que moi je mets le piquet ou j'installe les isolateurs et hop. Et après je te demande d'avancer. Et des fois je touche même pas au guide, il y a une complicité qui s'installe parce que l'animal finalement il est content d'être avec moi.
il sait qu'il me rend service et il se promène en même temps, il mange, on a ce lien social, quoi. Pour revenir sur le maraîchage, pour avoir un ordre d'idée, quelle surface on peut travailler en traction animale avec un cheval, par exemple? Si un maraîcher cultive une surface d'1 hectare, dans un mode plutôt maraîchage classique, il faut 8 heures hebdomadaires de travail au cheval. C'est-à-dire que lissé sur l'année, on utilise le cheval 8 heures par semaine. Donc il va y avoir des pics sur les préparations de sol au printemps et moins d'usage en hiver. Après, moi, dans mon système, je cherche encore à optimiser le travail du sol, c'est-à-dire vraiment d'en faire le moins possible. C'est pour ça que j'essaye de trouver un équilibre entre la permaculture et la traction animale. Et je trouve ça, voilà, je tâtonne, mais je trouve ça vraiment très intéressant. J'aimerais revenir sur la complicité que tu évoquais tout à l'heure avec ton cheval, Orchidée. C'est quelque chose qui est flagrant, en fait, quand on vous voit. Et ça me questionne, du coup, sur la question de faire travailler un cheval. Parce que moi, à titre personnel, je suis passionnée aussi par les chevaux. Et par l'attraction animale m'a beaucoup intéressée. Et quand j'ai eu des échanges à ce sujet-là autour de moi, on m'a aussi... souvent fait la réflexion, ouais, mais on fait travailler un cheval, quoi. Enfin, du coup, il y avait un peu ce scepticisme de la part de certains à faire travailler un cheval pour nous, voilà, si c'est pour faire des tâches difficiles et tout. Toi, comment tu le ressens, toi qui travailles avec elle et qui a des années d'expérience là-dedans? Alors tout d'abord, je te remercie de souligner ton observation de complicité entre Orchidée et moi, parce que c'est vrai que ça fait partie des retours qui sont importants, dans le sens où effectivement, dans bien des cas, Orchidée, elle est... alors c'est sûr qu'elle a été conditionnée à ça, mais elle est à mon service et bien souvent, finalement, elle aime venir passer du temps avec moi, travailler avec moi, parce que je ressens en fait ce besoin de sociabilisation, d'échange avec l'homme, avec moi en particulier, qui suis aussi la personne qui prend soin d'elle en fait, qui la nourrit, qui va faire les parages, c'est-à-dire suivre l'entretien des pieds, des sabots. Et cette question, elle est vraiment centrale dans l'usage et la pratique de l'attraction animale, parce que c'est une question qui revient en permanence. Et c'est une question qui m'anime, moi, je dirais presque encore au quotidien, en fait. Voire plus maintenant, je dirais, qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire que, pour faire simple, il y a 15 ans, j'utilisais le cheval comme un outil. Et plus je passe du temps avec les chevaux, plus je constate à quel point ils peuvent être généreux, plus je constate à quel point les chevaux sont extrêmement sensibles, intelligents. Donc effectivement, je suis passé par des phases difficiles. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, moi, Mathieu, la prestation en traction animale, alors je dis bien une des raisons, c'était que effectivement, moi, ça m'arrivait de me lever le matin et de me dire oh là là, faut que je reparte encore pour faire une journée de fou là, derrière mon cheval. Quand je faisais du débardage, je faisais entre 30 et 40 km à pied dans ma journée de travail. Donc sur 5 semaines de chantier, ça fait quelques bornes. Ce que je voulais souligner, c'est pas la performance physique de moi, le bonhomme, mais quand même, ce sont des métiers physiques. Le cheval, il faut le voir comme un sportif, il est entraîné pour ça, hein. On ne désensibilise pas un cheval à l'usage de la tronçonneuse dans son périmètre proche, comme ça, du jour au lendemain. C'est vraiment des choses qu'on travaille en amont. Donc voilà, moi, les jours où j'étais pas motivé, comme le cheval est extrêmement sensible, le cheval, il l'était pas. Et en même temps, c'est tout à fait logique que si c'est moi qui impulse le mouvement travail, je suis pas motivé, le cheval, je vois pas pourquoi il le serait. Et donc des fois, on se retrouve dans des situations où voilà, on a pris un contrat, il faut le remplir, et voilà, le cheval, faut qu'il bosse. Donc voilà, moi, c'est des questions qui m'animent depuis des années. J'ai pas forcément une réponse hyper tranchée, même si j'ai toujours cherché à prendre grand soin de mes animaux, c'est-à-dire de les faire fonctionner, travailler en pieds nus, donc avec ce qu'on appelle du parage naturel. Voilà, moi j'ai toujours cherché le confort. Mes animaux voyaient généralement 2 fois l'ostéopathe par an.
Mes animaux voient le dentiste. Donc voilà, moi j'ai développé, j'ai appris grâce à eux, grâce aux chevaux, j'ai beaucoup appris à mieux les comprendre, à mieux les respecter. Je ne sais pas si je réponds bien à la question en fait, parce qu'elle est vaste. Effectivement, aujourd'hui, on regarde le système, la société, on se dirait, bon, allez, on arrête de bosser avec les chevaux. Mais qu'est-ce qu'on en fait des chevaux? Comment on préserve ce patrimoine? Est-ce qu'on les balance dans des parcs naturels et on les abandonne, entre guillemets? Ou est-ce qu'on va aller les flécher avec des... Comment on va leur prodiguer des soins? Parce qu'en fait, le cheval, aujourd'hui, c'est plus un animal sauvage. Le cheval, c'est un animal domestiqué. Donc, moi, j'ai des chevaux dans mon champ, il faut que je les apprivoise parce que j'ai besoin de pouvoir mettre la main dessus pour le sortir du champ. Si quelqu'un vient lui faire des soins, que ce soit au pied ou des soins en général, le vétérinaire, il faut que le cheval il soit un minimum sociable. Aussi, comment tu trouves du coup l'équilibre entre justement on travaille ensemble en complicité et voilà d'une envie commune et là ça fait trop pour lui mais la culture nécessite qu'on travaille maintenant et pas demain quoi. Bah, aujourd'hui, je le vis bien parce qu'en fait, je suis sur une tellement petite structure que finalement, faire un coup de canadien ou un coup de clôture, en fait, on va rarement avoir des travaux intenses en traction animale aujourd'hui, en fait. Parce que je vais le morceler en plusieurs fois, on va faire des séances de 2 heures, de 3 heures, etc. Là, par exemple, ce week-end, moi, j'ai pu constater, et je l'ai même observé hier, que ma jument, elle était fatiguée par le stage de traction animale, non pas parce qu'elle a fait un effort physique, mais parce qu'elle a été soumise à mon blabla et mon envie de transmettre en fait cet outil et cette passion auprès des stagiaires qui étaient présents, mais aussi parce qu'elle elle a eu des donneurs d'ordre, des meneurs différents, et ça la fatigue, je pense, sur un plan psychologique. Et effectivement, je l'ai constaté dimanche en fin de journée. Bon, voilà, elle avait sa dose. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye d'observer et dont j'essaye de tenir compte pour mener mes actions. Et quand bien même, par rapport à des conditions météo, c'est le D-Day, c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut faire le boulot, ça reste des actions qui ne sont pas hyper physiques ou hyper intenses ou très très longues avec des journées de fou, quoi. Tac. Tu évoquais les stages de traction animale, donc on y a assisté aussi et on va vous laisser voir un aperçu maintenant. On part sur un week-end de formation en traction animale, animé par Mathieu. Et donc, je participe à ce stage. Donc, pour la durée du week-end, je vais passer mon micro à Tiffaine, que je vous ai présenté, et qui va prendre le son à ma place. Avec plaisir. Donc, pendant ce stage de traction animale, il y a 2 participants et là, je suis avec Colin. Et donc, Colin, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qui tu es et pourquoi tu participes à ce stage? Alors moi j'ai fait à la base des formations en environnement pour la préservation de la biodiversité et je me suis vite rendu compte qu'être gestionnaire de milieux naturels ça rejoignait vraiment les métiers d'exploitant agricole. Donc du coup je me suis orienté sur cette voie. Étant passionné de botanique, je me suis lancé dans le maraîchage du coup. Et pour le maraîchage, forcément, on utilise des outils pour un petit peu travailler le sol de temps en temps, en fonction des cultures, bien sûr. Pour ma part, l'idée, c'est de mettre en place du maraîchage sur sol vivant, donc avec un minimum de travail du sol. Mais il y a des cultures qui le demandent malgré tout. Donc pour être plus respectueux de l'environnement, il y a d'autres techniques qui existent que d'utiliser des outils mécanisés et thermiques. C'est du coup la traction animale. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis là pour ce petit week-end. Découvrir un petit peu comment il faut faire avec une jument, comment on l'attelle, comment on lit aussi ses comportements, etc. Et pour à terme mettre en place de la traction animale sur une exploitation en maraîchage. Parce que du coup, tu as un projet d'installation en maraîchage? Alors oui, j'ai un projet d'installation on va dire un petit peu grandiose. C'est parce que l'exploitation est très diversifiée.
L'idée, c'est d'être très nombreux sur cette exploite et du coup de diversifier les productions. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi des paysans boulangers, paysans brasseurs, des éleveurs. Ok, trop bien. Merci Colin. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on fait là, Sarah? Là, on va chercher les chevaux au pré, et notamment Orchidée, avec qui on va travailler pendant tout le stage de traction animale. D'abord, quand je vais travailler avec elle, je vais d'abord lui parler, lui demander ce que je veux qu'elle fasse, et ensuite renforcer ma demande avec les guides. Ça commence pas par les guides. Donc le cheval, pour avancer, moi, c'est mes codes à moi, j'ai choisi comme ça, je vais lui dire hi. Si y a de la charge, éventuellement je vais dire hi. Je vais y mettre plus de voix. Le wow, pour s'arrêter, il est censé être descendant. Donc en fait, après, éventuellement sur une situation de stress, en débardage, où on voit que la bille va pas aller comme on veut, ou qu'il est urgent que ça s'arrête, ou s'il y a une situation qui part en cacahuète, et ça je le dis et je peux le répéter 3 fois, le mot-clé c'est wow, on s'arrête, net. C'est parti, en piste. Donc là, on est parti pour la deuxième partie du stage. Débardage dans les bois. On est actuellement en calèche. Donc là, on est rentré dans la forêt avec les juments. On suit Mathieu qui a la tronçonneuse sur l'épaule droite et les guides de la jument dans la main gauche. Oui. Yo-ho! Quand je travaille en forêt, c'est hyper important et intéressant d'avoir des chevaux qui savent bien écouter et travailler un peu en autonomie, parce que comme vous l'avez vu là, je lui ai demandé, j'avais pas les guides dans les mains, je lui ai demandé d'avancer, de se positionner au bon endroit. Là j'avais ce petit peuplier là qui était en plein milieu, je l'ai coupé. Donc là c'est un bois mort hyper léger. Je passe ma chaîne de débardage. Toujours je suis à peu près à 20 cm du bout de la perche, mon crochet coulissant, l'ouverture vers l'arrière. Et en fait comme c'est du bois léger, je vais prendre les deux d'un coup. Maintenant j'affine la manœuvre avec mon cheval. L'idée c'est d'accrocher assez court. Voilà. Voilà. Ensuite, garer ses chevilles toujours au bon endroit. Donc là, en l'occurrence, prendre du recul parce que la perche qui est à gauche, elle va revenir. Hidou. Oh. Attention. Hidou. Non. Hi. Oh. Oh. Donc maintenant, Orchidée a 4 perches à traîner derrière elle. Et Mathieu arrive à l'arrêter à 10 mètres de distance. Mathieu, je sais que tu as aussi eu un parcours très militant, notamment autour des questions de souveraineté alimentaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la souveraineté alimentaire ? La souveraineté alimentaire, c'est la capacité d'un peuple à se nourrir par lui-même, c'est-à-dire que chaque population finalement doit avoir une responsabilité face à son approvisionnement alimentaire. Et ce, à l'échelle d'un territoire, alors je dirais pas le plus petit possible, mais quand même avec ce qu'on appelle ces notions de circuit court. Si on regarde par exemple le peuple français, les gens qui habitent en France, de quoi ils se nourrissent? Est-ce que la totalité de leur alimentation provient du territoire français ou est-ce qu'on importe la totalité d'ailleurs? Comment on gère en fait cette balance? Alors malheureusement le système a fait qu'on a créé des cycles beaucoup trop longs et qu'on est dans des phénomènes d'importation, d'exportation, qu'on dit la France est le premier exportateur, machin. On essaye de rentrer dans cette espèce de course compétition, alors qu'en fait la souveraineté alimentaire finalement c'est la base de ce qu'on appelle ensuite la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, là on rentre plus dans la notion de finalement si les voisins veulent plus ou ne peuvent plus nous fournir les aliments desquels on est nécessité ou dépendant,
nous, on va se retrouver dans une situation critique. C'est comme pour les déchets, en fait. Je trouve qu'on a tendance à cacher les circuits de déchets. Le déchet, c'est sale, on le met dans la poubelle, on le fait disparaître sur le bord de la route et après, c'est parti dans des grands centres et on ne sait pas trop comment c'est géré. L'alimentation, c'est un peu pareil finalement. On fait produire dans des fermes qui sont éloignées des hommes de l'alimentation. Mais du coup, il y a une alimentation qui est trafiquée par des intermédiaires qu'on pourrait appeler l'agro-industrie, qui maximisent les profits, qui kidnappent la valeur ajoutée du paysan et qui nous font souvent, dans la plupart des cas, manger des aliments de basse ou de mauvaise qualité. Comme des OGM. Ouais, des OGM ou des aliments avec beaucoup de résidus de pesticides, effectivement. Je te fais un clin d'œil sur les OGM parce que je sais que tu as fait justement partie d'un mouvement de désobéissance civile, les faucheurs volontaires, c'est ça? Oui, j'ai rejoint ce mouvement de désobéissance civile en 2005 avec bonheur et difficulté. Bonheur parce que ça a été vraiment une école de la vie pour moi, des rencontres formidables de gens extrêmement humains avec des réflexions par rapport au système agricole. Et puis difficile parce qu'effectivement ça m'a demandé d'enfreindre la barrière de la légalité. Et j'ai pu m'en justifier jusque devant la barre des tribunaux, puisque j'ai été maintes fois impliqué dans des procès. Alors pour qu'on comprenne bien, tu peux nous dire exactement c'était quoi vos actions aux faucheurs volontaires et contre quoi vous battiez? Alors les faucheurs volontaires se sont principalement battus contre l'implantation dans les champs des OGM. Sachant qu'on a dans nos dossiers avec nos avocats, je sais plus, je crois que c'est presque une quinzaine d'études de sondages qui montrent que la majorité des Français, 70 à 80% dans la plupart des études, ne veulent pas d'OGM dans leur assiette. Donc s'ils sont dans les assiettes, c'est qu'ils sont dans les champs. Malheureusement en France aujourd'hui on importe beaucoup d'OGM, du soja notamment et du maïs qui viennent d'Amérique du Sud. Donc là, on perd toute la cohérence écologique, économique d'un système agricole, en fait, et on perd complètement la souveraineté et la sécurité alimentaire. Et alors, c'était quoi vos actions, justement? Vous fauchiez? Oui, donc nos actions, c'était de détruire Auchan. On a travaillé avec des avocats, des agronomes, des scientifiques, y compris des scientifiques qui utilisent des technologies OGM en laboratoire. Et on a toujours fait distinction entre les OGM de plein champ, les OGM en recherche fondamentale et les OGM médicamenteux par exemple. Et donc vous alliez de nuit pour faucher? Comment ça se passait ça exactement? Alors on allait à visage découvert, sans aucune arme blanche, on prenait bien ce soin-là de n'emmener aucun couteau puisqu'on se veut désobéissant civil non violent et on emmenait nos cartes d'identité. Et on a fait aussi des actions de jour avec des journalistes, puisque l'objectif, c'était pas forcément la destruction, l'objectif, c'était la sensibilisation des pouvoirs publics et des populations à ces problématiques-là. Donc, je peux prendre un exemple. Je me souviens qu'en août 2007, on a fait une action avec la presse où on a emmené les parties mâles des plants de maïs dans un champ de maïs OGM qui était destiné à produire de la semence OGM, puisqu'en 2007, il y a eu une autorisation sur un maïs, mais on a été polluer ce champ avec de la semence population reproductible. On a été polluer un champ OGM en se promenant dans le champ avec du pollen reproductible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'arroseur arrosé, puisque en fait, on a toujours dénoncé l'impossible coexistence des filières OGM et non OGM en agriculture. Et on nous rétorquait qu'il n'y avait pas de contamination, etc. Et bien là, nous, on a voulu tester l'inverse. Et effectivement, on sait que la coopérative qui avait mis en culture ce champ pour produire de la semence pour l'année 2008, manque de bol pour eux, on a tout détruit et il y a eu un moratoire sur les semences OGM pris par l'État français parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation citoyenne ces années-ci. Il y a eu un procès derrière. Les forces de l'ordre savent très bien qui a fait le coup, puisque moi-même, je me suis retrouvé devant la barre pour me porter en fait solidaire des 9 personnes qui étaient prévenues, qui étaient convoquées par le tribunal pour les faits qu'on leur reprochait, c'est-à-dire la destruction de l'OGM.
Moi, j'ai décrété à la barre que j'étais présent et que je voulais être jugé comme les autres. Je suis ressorti sans rien. Ils n'ont pas accepté d'inclure en fait les 58 personnes qui ont comparu volontairement en fait. Dans beaucoup de cas, on se portait solidaire pour se protéger en fait en collectif. Et donc, il y avait des schémas de comparution volontaire en début d'audience pour que toutes les personnes qui avaient réellement participé à l'action comparaissent volontairement pour les faire reprocher aux quelques personnes qui avaient été attrapées. Pourquoi ils prenaient pas tout le monde? Parce que je pense que comment dire, c'est peut-être l'histoire de la lutte dans beaucoup de cas. C'est que souvent on prend quelques personnes pour en faire des exemples et je dirais leur foutre la tête sous l'eau pour dissuader d'autres de faire. Et puis c'est sûr que c'est plus discret de mener des procès contre 2-3 personnes que contre 60. Et juste pour conclure sur ce point et sur cette saga-là, ce qui moi me choque, c'est que les médias ne parlent pas de ça. Quand bien même quelque part, moi je veux bien rediscuter du moyen qu'on a utilisé pour mener cette action, c'est-à-dire d'enfreindre la propriété privée. Eh bien, je pense qu'il est fort dommageable que les médias n'aient pas parlé de cette action en fait de 60 citoyens. On aurait dû être suivis en fait, je pense. Mais il ne faut pas parler des problèmes. Un autre exemple rapide, c'est les faucheurs qui vont sur le port de Saint-Nazaire et qui ouvrent les vannes à incendie dans un bateau qui transporte du soja OGM et qu'on remet la liste complète des participants à la gendarmerie qui est sur place, qui nous voit. Et là, en fait, la firme qui a subi un préjudice parce qu'on a détruit le soja, qui n'a pas pu être déchargé dans des bonnes conditions et qui a pourri avant de pouvoir être utilisé, cette firme-là a choisi de ne pas porter plainte pour ne pas parler de la problématique. Parce qu'on importe 4,5 millions, 5 millions de tonnes de soja OGM par an, par bateau, pour nourrir les élevages industriels en France. Donc tu parles justement de ce manque de médiatisation. C'est vrai qu'on en parle assez peu. Enfin, en tout cas, ce genre d'actions militantes apparaissent très peu dans les médias. Quel, du coup, impact ont eu ces actions-là et est-ce que tu peux nous dire quelle est un petit peu la situation aujourd'hui des OGM en France? Alors, les impacts, pour moi, ils ont eu lieu sur plusieurs plans. Je pense qu'on a impacté des citoyens qui ont pris conscience. On a impacté des journalistes, des policiers qui nous ont vus dans les tribunaux. On a impacté les chercheurs, en fait, qui sont pour certains remis en question. Je sais qu'au sein de l'INRA, ça a été quand même source de beaucoup de discussions et beaucoup de questions. Après, c'est vrai que donc, ce que je disais précédemment, c'est que médiatiquement, il y a eu peu de relais. Et ça, pour moi, c'est qu'il y a une mainmise sur la presse par des trusts, une forme d'oligarchie au-delà des gouvernements même, avec la complicité du gouvernement qui organise en fait l'usage des pesticides et des OGM. Je dis pesticides parce que c'est extrêmement lié, puisque la plupart des OGM développés sont des plantes à pesticides, soit elles produisent elles-mêmes une toxine, soit elles résistent à des herbicides. Donc notre action, elle a limité le développement des essais OGM en plein air en France, elle a limiter la propagation d'un certain type d'OGM en France, notamment ceux issus de la transgénèse. Par contre, comme les firmes se sont arrangées à faire exclure d'une transcription d'une transcription de loi européenne en loi française de techniques d'obtention d'OGM comme ce qu'on appelle la mutagénèse et la fusion cellulaire, en fait aujourd'hui en France on se retrouve avec entre un tiers et la moitié de la surface agricole utile en tournesol et en colza qui est OGM en fait, et qui sont en fait résistants à des épantages d'herbicides par-dessus la culture. Et je pense qu'ils ont pu dans notre dos introduire d'autres plantes, c'est-à-dire qu'on s'est fait dépasser par le système. Et ça, pour moi, c'est vraiment avec la complicité des gouvernements, quoi. Parce qu'en fait, le gouvernement a fait des plans pour réduire les usages de pesticides et en fait, on constate qu'en volume, on augmente toujours les consommations, quoi. Donc voilà, pour moi, ça a été un chemin sur un temps donné de ma vie. Je suis content d'avoir pu participer. Ça a aussi été une école pour moi, pour comprendre. Maintenant, je pense que voilà, ça a des effets quand même limités. Je sais que les actions le continuent. Moi, par contre, mon chemin, il a évolué dans le sens où j'avais été content dans ma vie d'avoir pu me poser pour réclamer la justice au nom du peuple devant un tribunal. Mais que le fait d'être paysan aujourd'hui était aussi quelque chose qui faisait beaucoup de sens pour moi, puisque être paysan, ça veut dire avoir des terres agricoles, gérer des terres agricoles.
Et effectivement, moi aujourd'hui, j'en gère un petit peu moins que quand je travaille avec les chevaux, mais j'en ai toujours 6 hectares et demi. Et c'est 6 hectares et demi sur lesquels je recrée de la biodiversité parce que, par exemple, là, sur les 2 dernières années, j'ai replanté 600 arbres. Donc j'ai recréé des haies bocagères, j'ai renforcé des haies bocagères. Et ça, je suis content parce que j'observe en fait une présence de biodiversité, notamment sur cet espace-ci, là où je vis, en créant des espaces de pâturage et des espaces de fauche, des espaces potagers, des espaces un peu plus sauvages, des espaces où j'ai creusé, donc on arrive à créer des points humides. Bah, en fait, on se rend compte qu'on crée un espèce d'étagement de végétation où il y a une diversité qui apparaît, en fait, puisque la diversité des usages du terrain favorise l'apparition de la diversité des plantes. Et tout simplement aussi en recréant les habitats, par exemple, cette diversité, on l'entend vraiment sur ce terrain. Moi, je dors à côté d'une haie qui est très fournie et je ne sais pas combien il y a d'oiseaux dedans, mais vraiment, ils chantent et ils sont contents. Le soir, il y a les grenouilles. Donc, il y a aussi certainement cette notion de maintenir ces habitats avec ces haies, ces arbres. Bah oui, oui, quand je parle de biodiversité, effectivement, il y a la biodiversité végétale et qui, pour moi, est aussi le début de la chaîne alimentaire, de la chaîne trophique, en fait, sur laquelle on va avoir des populations d'insectes qui vont nourrir des populations d'oiseaux ou des hérissons ou divers animaux et qui, effectivement, moi, aujourd'hui, dans cette nature, malheureusement, matraquée par notamment l'usage des pesticides, en fait, hein, moi, mon terrain, c'est un oasis, quoi. Voilà, moi, j'essaye quelque part, à ma petite échelle, et la structure de partage que j'ai créée, mais de pouvoir être inspirant et parler de ces problématiques-là, quoi. Mm. Donc si je comprends bien, en fait, l'idée forte qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'en étant paysan ou paysanne, on peut avoir un impact concret sur la protection des terres qu'on cultive, en fait. Carrément, et en fait, là, à la limite, moi, je pourrais vraiment lancer un appel à tous les gens qui sont des amoureux de la nature, c'est de se réveiller et de prendre des terres agricoles pour mener des activités agricoles productrices autant que possible, puisque donc là, on va avoir une interaction avec la souveraineté alimentaire. Et c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un éleveur qui va utiliser 50, 100, 150 hectares de terre pour élever des bêtes, eh ben, il peut avoir un impact fort sur la biodiversité si tant est qu'il change de régime, c'est-à-dire arrêter l'usage des pesticides, arrêter les intrants chimiques, arrêter de nourrir les animaux avec du maïs ou du soja, parce que quand on nourrit des vaches, les vaches c'est des herbivores, donc un herbivore ça mange de l'herbe, en fait, c'est tout, point. En fait, il faut désintensifier l'agriculture, il faut changer nos modes alimentaires. Mais je pense que si on allait vers des systèmes agricoles paysans, sans intrants chimiques, on aurait un impact fort sur la biodiversité, sur la qualité de vie de tout le monde. Merci Mathieu pour ce message fort et cet appel, donc, de passage aussi à l'action. Pour terminer, parce que ça a été long et dense, je pense, est-ce que tu peux donner des références ou conseiller une lecture ou quelque chose à ceux qui aimeraient en savoir plus sur la souveraineté alimentaire notamment, qui est un sujet qu'on a, j'ai envie de dire, effleuré tellement il pourrait être vaste aussi. Je pense à Marc Dufumier, qui a écrit vraiment des super bouquins et qui, lui, parle par exemple, dans son discours, il parle de l'agriculture qui pourrait être intensive en soleil, puisque le soleil, c'est la base de la photosynthèse, donc de la production végétale, et finalement qui est la base de toute la chaîne alimentaire. Et parce qu'avant d'avoir des carnivores, on a des herbivores dans la chaîne alimentaire. Donc voilà, il y a Marc, il y a Claude Bourguignon, qui est quelqu'un de très intéressant, parce que c'est un des derniers microbiologues des sols en France, qui a écrit des bouquins très intéressants. Après, je pense à Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille. Déjà, rien que le titre de ce bouquin, il est évocateur, et voilà, ça fait partie des lectures que j'ai pu avoir. Je pense aussi à des amis proches qui ont écrit un livre très intéressant qui s'appelle Paysans de nature, en fait. Ces deux amis, Frédéric et Perrine, là.
Et ça, c'est vraiment une démarche qui est intéressante, justement, qui illustre bien même mon sentiment et mon propos. On a co-créé le collectif Court-Circuit ensemble il y a 15 ans. Aujourd'hui, ils sont, eux, sur cette dynamique paysans de nature pour finalement, c'est ce même appel que je fais, d'installer des gens, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, il y a 50% des paysans qui sont proches de la retraite. Donc soit on va sur des schémas de ferme-usine, ce qui est une catastrophe puisqu'on crée des outils qui seront plus transmissibles à des humains mais qu'à des firmes. Il y en a plein d'autres. C'est super, merci. Du coup, je les mettrai en note du podcast pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup, Mathieu. Tu as un dernier mot à ajouter ? Rêve évolution, parce que je pense qu'il faut vraiment... alors, je pourrais citer mon ami Benoît qui a écrit un bouquin qui s'appelle Paysans résistants aussi, mais je voudrais en penser avec d'autres amis aussi, amener chacun à faire sa propre révolution à l'intérieur de soi, en fait, aller chercher la paix à l'intérieur de soi, pour éviter de rentrer en résistance, parce que finalement, la résistance, c'est une lutte contre quelque chose qu'on veut pas. Et on va rentrer dans une forme de combat, alors que finalement, quand on cherche la paix à l'intérieur de soi, on trouve la paix avec la nature et on se met à la créer tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire la guerre pour faire la paix, quoi. On n'a qu'à faire la paix tout de suite. Et je pense que si on cherche la paix en soi-même, elle va rayonner et rejaillir sur nos actions et sur nos pensées. Et comme je pense que nos pensées sont créatrices, on a tout pouvoir à recréer un monde merveilleux avec l'abondance, la simplicité, la joie de vivre, l'amour, tout simplement, quoi. Super, merci beaucoup. Un dernier mot à l'image finalement de nos 2 semaines passées ensemble, j'ai envie de dire. Ouais, c'était cool. Merci beaucoup, Sarah, pour ta présence et tes actions sur la fermette d'orchidées. À bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce 8e épisode. Merci beaucoup à Mathieu pour cet échange généreux. Son histoire nous prouve qu'une ferme en polyculture-élevage sur une petite surface est bien possible et que c'est le meilleur moyen pour renouer avec une agriculture nourricière et une certaine autonomie alimentaire. C'est finalement le modèle des fermes d'antan où les paysans se nourrissaient tout simplement de ce qu'ils cultivaient et élevaient sur leur ferme. Devenir paysan par militantisme. Mais pas un militantisme belliqueux, au contraire, un militantisme pacifique. Devenir paysan pour incarner ses convictions, pour être aligné avec ses valeurs au quotidien, dans sa vie et son travail, pour protéger par nos actions directes la terre nourricière que l'on cultiverait. Un bel appel à l'action pour toutes celles et ceux en qui ces mots résonneront, car on peut tous faire partie de la solution si on le décide. Alors merci à Mathieu d'être passé à l'action. Merci à Tiffaine et à Colin d'être en train de passer à l'action. Et merci à tous ceux qui sauteront le pas quand ils seront prêts, car on a besoin de vous. Merci à vous d'avoir écouté Les Mains dans la Terre, et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. À bientôt! Qu'est-ce qui se passe, Mathieu ? J'ai ouvert mon placard avec la banque de semences. Et du coup, j'ai un grand plaisir à te faire un cadeau. Là, il y a des graines de tournesol, des graines de souci officinal et du maïs. Et du coup, je vais t'en donner pas mal pour que tu puisses essaimer aussi au long de tes pérégrinations podcast vélo, quoi, que tu puisses partager et donner ces semences un peu partout sur ton chemin. Me voilà donc missionnée. Je vais donc poursuivre ma route, les poches pleines de graines que j'irai semer et partager autour de moi. Merci beaucoup, Mathieu.